Mais Patricia, parce que ça, je trouve très intéressant. C'est vrai que quand tu me Ouais. l'avais dit, moi, ça a fait tilt. Tu peux Ouais. dire pour chaque étape? Parce que ça, c'est vraiment une pépite. Alors, la première chose, donc quand vous allez aller chercher un prospect, que vous allez faire la première prise de contact, on va prendre par exemple sur LinkedIn, quand vous demandez la personne en connexion, votre intention derrière ça, c'est que la personne vous réponde, qu'elle accepte la connexion. Quand elle a accepté la connexion, la seconde étape, c'est qu'elle accepte un appel. Donc, l'intention, c'est de la mener à l'appel. Quand elle a accepté l'appel, ben, c'est ce dont on vient parler. Et quand vous envoyez le contrat, c'est qu'il soit retourné signé avec un virement. Si, quand vous faites la première étape, vous pensez déjà au contrat, il ne se passera rien. Accepter la connexion, accepter l'appel. Mais ça, tu le retrouveras de toute façon après, Karidja. Ouais, tu te retaperas une deuxième fois tout de suite. Oui, non, mais c'est bien. Moi, j'aime être écoutée. Mais je t'écoute. Ça m'aide à me concentrer. Donc, tu vois. Je sais bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand je creuse, quand je pose des questions qui gênent? Non, j'ai loupé des trucs là. Oui, j'en étais là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous vous présentez au début? Alors déjà, vous allez être déstabilisé, on l'a vu, hein, dans les deux cas, ça n'a pas loupé. La deuxième chose, c'est que vous allez en dire de trop. C'est-à-dire que le client, il va avoir tellement d'infos qu'il va pouvoir vous étiqueter. Parce que lui, il n'est pas dans l'écoute active, hein, il est dans la recherche de ce qu'il va bien pouvoir utiliser pour ne pas faire ce que vous attendez de lui. Il a l'intention inverse de la vôtre, c'est-à-dire de ne pas signer un truc dont il a fortement besoin, mais qui ne l'arrange pas. Donc, le client, souvent, à l'issue de ça, il va émettre une idée préconçue et cette idée-là, il va falloir que vous vous en débarrassiez derrière. Et là, vous allez ramer. Et en plus, comme vous parlez trop, en général, vous le perdez. Et qu'est-ce qui va s'installer? Vous avez peur que le client, il se moque de ce que vous êtes. Et du coup, vous allez lui parler de ce que vous faites. Et ça nous emmène sur une toute autre direction. Alors, quoi faire quand il vous demande de vous présenter? Vous lui posez ce qu'on appelle une question de redirection, c'est-à-dire que vous répondez à une question par une question. Vous allez juste poliment botter en touche en lui retournant sa question. Je vous propose qu'on parle déjà de vous et je me présenterai ensuite. Est-ce que ça vous convient? Vous attendez surtout pas sa réponse. Dites-moi plus. Vous faites quoi? Vous êtes qui? C'est le seul moment où vous allez pouvoir lui poser deux questions à la fois, histoire de noyer son cerveau et surtout de lui donner une fuite pour qu'il réponde à ce qui l'arrange. Mais qui ne revienne surtout pas sur la question d'avant. Après, alors est-ce qu'il y a quand même des cas où il repose la question et vous attendez? Enfin, est-ce que tu as déjà eu des cas où il repose la question et il demande quand même de te présenter avant? Enfin, ou est-ce que vous avez eu des cas comme ça? En toute sincérité, moi, je ne lui permets pas de le faire. Mais c'est là. Je mène l'entretien. C'est moi qui dirige les débats, c'est pas lui. Et ça, c'est juste dans ta posture. Quand tu décroches le téléphone ou quand tu le prends sur Zoom, le mec en face, il sent que c'est lui qui répond aux questions, c'est pas lui qui les pose. Et ça, c'est juste ton attitude. C'est juste ce que tu as là. Si là, tu n'as pas confiance, si tu as peur, parce qu'il est dirigeant, parce qu'il est grand, parce qu'il est médecin, parce que tu te dis dans ta tête que tu as moins de valeur que lui, ça va bugger. Et du coup, c'est lui qui va prendre le pas. Parce que s'il pose une question, c'est lui qui va maîtriser la conversation. Et ça, c'est un truc qu'on sait d'instinct. Donc, quand tu décroches ton téléphone, tu as cette espèce de posture où « Bonjour, comment allez-vous » Maintenant, je fais même encore plus court. « Bonjour, comment allez-vous » Je passe toutes les tables du « on est ci, on est ça, on est machin ». Est-ce que ça vous pose un problème si on rentre dans le vif du sujet? Je sais que votre temps est précieux, le mien aussi. Du coup, c'est posé. Et le mec qui est derrière, il n'ose pas. Généralement, il vient pas. Il va pas me faire chier, quoi. Clairement. Il vient pas. De toute façon, au pire des cas, tu n'as pas le client. De toute façon, c'est tout ce que tu as à perdre.
Comme il est déjà pas avec toi. De toute façon, si je me présente, je sais que c'est foutu. Parce que l'étiquette, elle va être posée, et quand l'étiquette, elle est posée, c'est fini. Ça, une fois que vous êtes étiqueté, c'est terminé. Il vous a mis dans un rayon, il vous a mis dans un casier, vous n'en sortirez plus. Donc, c'est tout. Vous prenez, c'est à vous de vous posez votre voix. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais en début de conversation, je disais à Louise, pose ta voix. On ne papote pas avec un pote. C'est pas salut, comment tu vas, machin, nanana. Même si c'est gentil, même si elle a une voix qui est charmante, non. C'est une chef d'entreprise. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ok. Est-ce qu'on peut démarrer ou est-ce que, en gros, c'est est-ce qu'on passe tout de suite à l'acte, est-ce qu'on couche tout de suite ou est-ce que vous voulez quelques préliminaires? Comme ça, mais s'il me dit, peut faire connaissance, ça nous est arrivé un jour où le mec, on va peut-être faire connaissance. Ok. Dites-moi en plus. Que faites-vous? Ça revient exactement au même qu'on rentre dans le vif du sujet, mais c'est pas grave. Votre temps, il est précieux, le sien aussi. Et quand vous lui faites comprendre que son temps est précieux, ok, si on peut économiser 10 minutes en futilité, on économise 10 minutes en futilité. Parfois, j'ai des appels où il y a 5 minutes, il fait quel temps chez vous? Et ça se passe comment? Et machin. Et tu sens que le client, il répond parce qu'il se sent obligé de répondre et de reposer la question derrière. Mais qu'en réalité, il n'en a rien à foutre qu'il pleut chez vous. Sérieux, ça ne va pas lui changer sa journée s'il fait beau chez lui. Donc, l'étape, parce que tu nous avais donné un script à l'époque, l'étape mise en confiance, pouf, on la zappe, quoi. C'est bon. En réalité, tu t'aperçois un truc, et c'est ce dont je me suis aperçu, c'est que la mise en confiance, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui as besoin de te rassurer que c'est un être humain normal en face, qui est capable de constater qu'il fait beau, qu'il pleut, que c'est pas. Voilà, c'est tout. Mais au final, c'est toi que tu rassures. Mais est-ce que le fait d'aller dans le vif du sujet d'un seul coup, il va te dire c'est problématique ou c'est toi tu poses directement une question entre ensuite? Je pose souvent une question juste derrière. Alors après, je ne le ferai pas avec des particuliers. Oui, c'est différent. Parce qu'avec des particuliers, il va falloir créer un lien. Leur temps il est souvent moins précieux qu'avec un entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Dans le cadre d'un entrepreneur et notamment de dirigeants, on va dans le vif du sujet. Ils n'ont pas de temps à perdre. Oui. Mais pareil, vous lui demandez l'autorisation. Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? En général, ils disent oui parce qu'ils savent très bien que s'ils peuvent économiser 10 minutes, c'est 10 minutes où ils pourront peut-être rentrer plus tôt chez eux le soir. Voilà. Tu le fais pas, ils te le disent. Ils n'osent pas, ils osent pas. Ils n'ont pas de problème à te dire, bon, bah, m'appeler pourquoi? Voilà, c'est ça. Bon, alors pourquoi vous avez peur de creuser souvent lors de la phase d'exploration? Alors, la phase d'exploration, qui est la plus grosse partie de l'entretien, il va réveiller en vous tout ce que vous ne voulez pas voir. C'est pour ça qu'en réalité, vous n'y allez pas. Parce que vous pensez que vous allez vous mettre en danger. Que si vous posez des questions qui font mal, quelle va être la réaction? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand vous faites mal à vos petits camarades, c'est logique qu'ils n'aient pas envie de jouer avec vous. Et donc, c'est ce qui ressort. Si je lui fais mal, il ne va pas avoir envie de jouer avec moi. Donc, si je lui fais mal, il ne va pas vouloir travailler avec moi. Or, c'est précisément l'inverse. Vous ne cherchez pas, contrairement à quand vous étiez à l'école, vous cherchiez, il y avait une recherche de plaisir. Là, vous ne cherchez pas le plaisir. Vous cherchez à régler son problème. Donc, il faut sortir de ce cadre où il faut être gentil pour avoir. Vous n'allez pas vous mettre en danger. Au contraire, quand vous discutez, on l'a vu là sur les 2 extraits, quand vous discutez, vous vous mettez en danger. Parce que le client, il va vous reprendre. Alors que quand vous rentrez dans ce qui est votre spécialité, quelle qu'elle soit, que vous lui parlez des problèmes qui sont liés à ça et que vous pouvez alléger les problèmes qu'il a en lien avec ce qu'il fait, soudainement, ça devient vachement intéressant comme conversation. En réalité, quand vous n'y allez pas, c'est parce que vous êtes préoccupé par l'image que vous allez donner. Or, la meilleure image que vous puissiez donner, c'est de lui apporter une solution à son problème. Et là, vous êtes plus méchant, vous êtes la solution du problème, de ce putain de problème qui vous pourrit la vie depuis X temps.
dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Ça fait 4 fois qu'il se fait hacker, ces camions, ça fait 3 jours qu'ils ne tournent pas. Et soudainement, vous arrivez comme le Messie avec une solution qui pourrait éviter ça. Et éviter d'acheter du Bitcoin. Waouh! Trop cool le mec. Alors que si vous lui parlez de la pluie, du beau temps et de ses camions qui ne tournent pas, ouais, il a ses camions qui ne tournent pas, mais ça ne règle pas son problème. Et au final, quand il raccroche, qu'est-ce qu'il se dit? Pourquoi il ne m'a fait pas mon temps celui-là? Parce qu'il n'a pas envie d'une conversation, il a envie d'une conversation efficace. Et puis le dernier truc que j'ai remarqué, c'est que souvent vous avez peur. Tu t'en vas, Louise, c'est ça Non, je lève la main. Je lève la Ah, main. tu lèves la main. Pardon, excuse-moi, je croyais que tu me faisais coucou. Dis-moi. Je me demandais, moi, en fait, souvent, Hmm. cette idée de créer la proximité, ou en tout cas de ne pas brusquer l'autre, en fait, au départ. Et je parle de soit le général, donc l'activité, et après, je parle de la personne, l'image, tout, personal branding et tout. C'est quoi l'idée de créer de la proximité? C'est de détendre le truc avant d'aller parler du truc vraiment personnel, en fait. Est-ce que ton client, il est stressé? Je sais pas, j'en ai aucune idée. D'accord, donc pourquoi le détendre? Est-ce que ce serait pas toi plutôt que tu chercherais à détendre? Peut-être, ouais. Il y a pas de chance. Louise, Donc praticienne c'est de que tu bien-être. arrives à ton entretien en n'étant pas bien avec toi-même parce que tu n'es peut-être pas au clair avec ton offre, hein, ou que tu ne te sens pas en sécurité sur le questionnement que tu vas devoir poser parce que tu sais que tu vas devoir aller soulever des lièvres. Et donc c'est toi que tu essaies de rassurer. La proximité, tu vas la créer du moment où tu vas appuyer sur sa douleur. La proximité, elle se fait toute seule. Et du coup, est-ce que c'est bien si j'arrive en appel et que je pose directement la question sur mon sujet de prédilection? Ben, laisse-le parler quand même peut-être avant. C'est quoi? Quelle serait ta question, on va dire? Moi, j'ai toujours la question globale quand j'introduis l'appel, c'est que j'ai demandé par exemple quelle est votre activité aujourd'hui. Mais du coup, si je pars du point de vue personal branding et image, est-ce que je peux poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en place sur votre communication? Qu'est-ce qui va te répondre à ce genre de questions? Il va me dire, Il va te dire quoi? il va me dire ce qu'il a en place. Son activité, il va me dire ce qu'il fait. Et la communication image, il va me dire sur la communication image. D'accord? Et où il y a une douleur, là? Il va t'emmener sur un aspect technique, là. Ouais. Ouais, mais du coup, ça veut dire que j'ai pas les bonnes questions au départ, alors. La bonne question, je veux dire, quand tu vas démarrer ton appel de vente, souvent, c'est OK, qu'est-ce qui a occasionné, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté cet appel? D'accord, donc directement. Parce que si toi, tu n'es pas allé voir, lui est allé voir qui tu étais avant d'accepter. Ok. Avant de te donner son numéro, il est forcément allé voir, donc c'est que quelque part, ton profil a suscité son intérêt. Donc, qu'est-ce qui a motivé la prise d'appel? Ou, si tu le sais parce que tu as déjà eu une conversation avec lui, OK, alors vous m'avez parlé d'un souci sur l'appel de prospection, est-ce que je peux en savoir plus? Oui, alors vous comprenez, mon téléphone Nokia, c'est pas le top. OK, votre téléphone Nokia, c'est pas... Pourquoi vous n'en changez pas? Parce que j'y suis très attachée. D'où vient cet attachement affectif? Parce que vous savez que c'est un handicap, mais vous le gardez. Donc, quel est l'intérêt? Ah, mais parce que je me sens rassurée. D'accord. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime dans votre boulot? Et là, tu as un problème personnel. Ok, donc directement, je demande pourquoi est-ce qu'il a accepté l'appel. Pourquoi vous avez accepté l'appel? Lui, il le sait pourquoi il t'a dit. Il sait ce qui l'a interpellé dans ton profil. Bien sûr. Consciemment. Consciemment ou inconsciemment, mais il le sait. Dans les deux cas, il le sait. Il y a forcément une partie consciente qui est remontée, sinon il n'aurait pas accepté. Ouais. Ok. Et là, si Sauf que là, c'est confrontant. il y en a qui font ça. Voilà. Il y en a qui disent ouais, non, mais c'est par curiosité. Eh bien, dites-moi en plus sur votre curiosité. Qu'est-ce qui l'a titillé? Okay.
Ça, on l'a aussi de temps en temps. Ouais. Et, Je l'essaye. j'ai accepté par curiosité quand ça vient d'un dirigeant d'entreprise, j'ai vu dans ton profil un truc qui m'a foutu une grande claque dans la gueule et j'ai surtout pas l'intention de te le dire parce que je me sens un peu con d'avoir pensé comme ça. La traduction de par curiosité, c'est ça. Donc là, tu vas aller creuser. Par curiosité, c'est du closing qui est fait direct. Mm. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui perd son temps à faire un appel par curiosité. Ouais. Il a autre chose à foutre. Ok. Je pense que ça va bien réduire mes calls, ça, de directement demander la question au départ. Donc, si c'est par curiosité, ok. À quel sujet? Ouais. Parlons-en. Et là, tu verras que là, il va certainement marquer un blanc. Tu le laisses avec son silence. Ok. Ah oui, C'est chaud. Hein, ça. parce qu'il y a deux options. Soit je t'ai trouvé mignonne sur la photo et ça m'a rappelé que j'étais célibataire. Soit... Ça, ils le disent pas, mais... Oui, mais justement, il va falloir qu'il trouve quelque chose. Ouais, ok. Ouais. Et il va forcément, intellectuellement, votre cerveau, il filtre les infos toujours en fonction de ce que vous êtes. Donc, en fonction de vos peurs, en fonction de vos ressentis. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Je ne veux pas passer pour un con. Là, il est dans cet état d'esprit. S'il t'a contacté parce que tu es jolie sur ta photo, il est dans cet état d'esprit. Il ne faut pas que je passe pour un con. Donc, il va aller forcément passer pour un con. Il va prendre le premier truc qui lui tape à l'œil sur ton profil et il va te dire « Ah, ben, je vous ai appelé parce que j'ai vu que vous faisiez du personal branding et qu'actuellement, je ne suis pas trop au clair là-dessus. Ok, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas au clair ? Bah, je suis pas à l'aise, machin, et hop, tu vas aller détricoter le truc. Parce que de toute façon, même s'il te ment au démarrage, il y a forcément, le mensonge, il va être forcément sur une base de vérité et d'un ressenti qu'il a. Encore une fois, il ne veut pas passer pour un con, il va forcément passer pour un con. Parce que quand on ne veut pas un truc, on fait l'inverse. Quand vous ne voulez pas que le client il vous pose des questions, forcément, il vous les pose. Et lui, il est dans le même état d'esprit. C'est juste l'inverse. Hein. Donc, s'il te dit par curiosité, soit c'est parce que la photo elle est jolie, alors tu le laisses dans sa merde, tu lui tentes surtout pas de perche. Ben vas-y, mon chéri, rame. J'ai la bouée, j'ai les paquets, j'ai le canot, mais je te regarde là-dessus. Et après, tu vas pouvoir dérouler le fil. Ah, il n'y a rien de plus sadique que l'appel, j'adore. Pardon. Merci. Donc, quoi faire pour être à l'aise avec les questions? Je crois que j'ai encore dû louper des trucs, ça tombe tout seul, ça. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur, tout ça on a fait. Alors, quoi faire pour être à l'aise avec les questions qui dérangent? Parce que vous l'avez compris, un appel la partie exploration, c'est tout sauf un truc agréable. Il faut que ça lui fasse mal à votre client. Donc, vous allez vous recentrer sur l'appel. Toujours pareil, des respirations pour sortir de vos peurs. Et n'hésitez pas à dire que vous avez un problème technique, que vous ne l'entendez pas. De toute façon, de l'autre côté, il n'en sait rien. Bon, bien sûr, si vous les faites toutes les 2 secondes, au bout d'un moment, il va vous dire que c'est chiant. Mais si ça arrive une fois pendant l'appel, recentrez-vous sur votre appel, recentrez-vous sur votre respiration. Prenez le large, sortez une bêtise histoire de le déstabiliser et reconcentrez-vous sur sa conversation, évacuez vos peurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez peur de poser des questions qui dérangent, jamais vous pourrez lui offrir une solution. Or, si vous êtes persuadé que vous avez la solution à son problème, ben c'est putain d'égoïste et c'est putain de méchant de ne pas la lui donner. C'est comme quand on était en cours d'école. Moi, j'ai un carambar, mais toi, t'en auras pas. Je ne sais pas, mais j'ai un carambar. Oh, j'ai même le sac complet d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ce que vous lui faites. Vous n'êtes pas là pour être gentil avec votre client, vous n'êtes pas là pour qu'il vous aime. D'ailleurs, un client qui vous aime, en général, c'est plus problématique qu'autre chose. Donc, faites en sorte que votre client, il vous apprécie pour vos compétences, mais pas pour vous. Alors, dans la série, qu'est-ce que je fais quand il me pose, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis quand il me pose une question durant la phase d'exploration? Eh bien, même chose que tout à l'heure. Ah, mais c'était ça qui devait me manquer.
J'avais un problème tout à l'heure dans mes slides. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, c'est qu'il a senti qu'il y avait une faille chez vous. Quand il vous pose des questions pendant la phase d'exploration, c'est qu'il sent qu'il y a une faille, que vous n'êtes pas sûr sur un truc, que vous êtes en train d'hésiter. Et souvent, votre hésitation, elle est simple. Ah, j'ai senti. Alors, j'ai pas mis la bande parce que je l'ai pas retrouvée, qu'elle a été effacée, mais il y a eu un truc extraordinaire sur un appel où le mec explique qu'il fait des petites vignettes pour les enfants handicapés qui ont des handicaps moteurs, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer. Et la personne qui mène cet appel commence en disant « qu'est-ce que ?» et tout d'un coup, elle zappe. « Ça fait longtemps que vous avez cette société ?» La question qu'elle allait poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé là-dedans? Parce que derrière, avoir l'idée de changer, un mec, il lui a expliqué avant qu'il avait changé de boulot, qu'il avait ouvert une autre société, celle-là en l'occurrence, que ça faisait 2 ans qu'il gagnait rien parce que fallait le temps que ça démarre. Quand on fait ce genre de choses, il y a une histoire personnelle derrière. La douleur, elle est liée certainement à son fils. Elle est liée à l'image qui se renvoie de lui-même parce qu'il a un fils handicapé. Et vous avez un pont d'or là. Ouais. Et on sent, elle l'a senti. Elle a senti que la question était la bonne. Depuis combien de temps vous avez votre société? Voilà. Et là, il y a toute la peur qui s'installe. Putain, je vais poser une question qui va lui faire putain de mal. Un trou de souris, vite. Et pourtant, c'était la bonne question. C'était la question qui allait dérouler tout l'appel derrière. Parce que du coup, après, elle n'a pas osé y aller. Et comme elle n'y est pas allée, l'appel, il s'est fait en 2 temps, avec peut-être un espoir que ça se reconclue sur le deuxième, parce qu'au deuxième, elle y est allée, elle a posé la question. Et il a bien confirmé qu'il y avait un enfant handicapé, et qu'il y avait des difficultés, et qu'il y avait une réelle douleur. On aurait pu gagner un appel. Voilà. N'hésitez pas à y aller. Ce n'est pas un moment de plaisir pour votre client. Cet appel, si vous voulez le réussir, ça doit être le pire moment de sa vie. C'est dans ça qu'il verra la différence comparé aux autres appels qu'il aura eu au passé. C'est ça. Ce qui ne sait pas quand il travaille avec moi, c'est que finalement, c'est le meilleur moment de notre collaboration. Mais voilà, il faut sincèrement, vous allez l'aider. Puisque vous allez lui montrer tout ce qui ne va pas, vous allez forcément l'aider. Mais souvent, on hésite parce qu'on se dit « Oh là là, ça va faire mal, j'aimerais pas qu'on me pose ce genre de questions. » Ben oui, mais si vous ne lui posez pas, il ne se passera rien. Donc, et c'est souvent à ce moment-là que le client va en profiter pour vous poser une question et puis essayer de reprendre la main sur l'appel. Donc là, c'est toujours pareil. Il va falloir que vous preniez la main et que vous preniez confiance. Donc, la seule chose, c'est botter en touche pour poser une question. S'il vous dit, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de métier? Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené là alors que vous aviez un boulot stable? Puis c'est tout. C'est n'hésitez pas, ou alors vous lui posez une question opposée ou une question purement rhétorique. Ouais, c'est vrai, on se le demande bien. Hein. Et vous, tiens, pourquoi vous avez fait ça? Vous lui répondez avec le sourire, avec humour, vous verrez que tiens, je me redonne la place pour que je parle de moi, je continue de parler de moi. Ça va vous permettre de botter en touche et puis ça va vous permettre de reprendre la main. Encore une fois, si ce n'est pas vous qui questionnez, surtout pendant la période d'exploration, vous perdez la main sur votre appel. La grande question, pourquoi je ne close pas? Celle que j'entends 300 fois par jour. Alors pourquoi vous ne closez pas? Parce que vous êtes impatient. Et que votre impatience, elle vous fait dire moi aussi je veux closer, pourquoi tous les autres ils closent? Parce qu'ils posent des bonnes questions quand ils closent. Et qu'ils n'ont pas peur d'aller là où ça fait mal. Et qu'ils n'ont pas peur de se confronter à eux. Parce que vous vous laissez déstabiliser. Par peur de ne pas closer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous ne closez pas. Pour toutes les raisons qu'on a vues avant. Qui font que vous n'êtes pas dans votre appel, mais que vous êtes dans vos peurs. Vous êtes centré sur vous. C'est pas méchant. Encore une fois, j'ai bien conscience que c'est pas forcément facile. Mais il y a un moment donné où, si vous voulez closer, il va falloir faire abstraction de tout ça. Tant que vous avez peur, vous ne closerez pas.
Parce que vous êtes dans le manque et que vous vous dites que si vous ne closez pas sur ce client-là, eh ben putain, c'est encore le frigo qui va être vide à la fin de la semaine. Alors que si vous partez du principe que c'est qu'un nom sur LinkedIn, qu'il y en a encore 1 million et quelques à faire, quelle importance que ce soit pas lui? Quelles conséquences? Si ce n'est pas lui, ce sera le suivant. Et quand on se dit quelles conséquences si ce n'est pas lui, eh ben, dans la même manière, on n'a pas peur d'appuyer sur ce qui fait mal. Et comme vous êtes dans le doute, comme vous êtes dans le questionnement, comme vous êtes dans l'impatience de pouvoir faire ce que vous avez déjà fait et que vous n'arrivez plus à faire, eh ben, il n'y a rien qui se débloque. Parce que votre esprit, il est préoccupé, et quand il est préoccupé, vous n'êtes pas stable. Encore une fois, closer, ça veut dire avoir un esprit blanc. Moi, je peux vous jurer qu'il pourrait y avoir un tremblement de terre, je ne bougerai pas. Je ne suis même pas sûre que je m'en apercevrai. Parce qu'à ce moment-là, vous donnez votre cerveau à votre client. Pour qu'il vous explique son programme, pour que vous puissiez sortir votre offre derrière. Et quoi faire quand vous ne closez pas? Venir à des choses tangibles. Combien d'appels ciblés vous avez passés? Vraiment ciblés. Combien d'appels vous avez passés où le client correspondait vraiment à votre cible? Parce que si vous appelez tata, tonton, les cousins, les cousines, forcément, ça fait des appels sympas, ça fait de l'entraînement, mais ce n'est pas votre cible. Si vous appelez des médecins qui n'ont pas les moyens et vous savez qu'ils n'ont pas les moyens et que vous persistez quand même, c'est peut-être que vous avez peur de recevoir quelque chose, comme de l'argent. Voilà, par exemple. Alors qu'il y a des hématologues, il y en a plein l'Europe. Est-ce que mon offre, elle est claire? Parce que si je ne suis pas à l'aise, c'est peut-être que mon offre, elle n'est pas claire. Et si elle n'est pas claire, je ne suis forcément pas à l'aise parce que je me dis qu'à un moment donné, cette espèce d'enflure là que je suis en train de tourner sur le grid, il va me la demander, mon offre. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Si je ne suis pas au clair avec ce que je veux lui vendre, je ne peux pas reprendre les éléments qui vont constituer mon offre. C'est mon problème, ça. Eh oui, c'est ton problème. Et le pire, c'est que cette espèce d'enflure de client te demande de faire une offre. Putain, je ne suis pas au clair avec, je ne sais pas ce qu'il faut que je capte, et il me demande une offre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et là, forcément, qu'est-ce qui se met en route là? Comme je n'ai pas d'offre claire, comme je ne veux pas qu'il me la demande, je fais tout pour qu'il ne la demande pas. Et donc, je vais aller dans l'auto-sabotage. Je vais aller tirer les mauvaises ficelles, je vais avoir les mauvaises réflexions, les mauvais réflexes, je vais identifier le bon sentiment, mais je vais lui en donner un autre. Je vais identifier la bonne question, mais surtout, je ne vais pas la poser. Et en plus, du coup, vous vous sentez mal, parce que vous perdez confiance. Donc, qu'est-ce qui me bloque? Ça, c'est des questions à vous poser. Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi? Est-ce que je manque de clarté? Est-ce que je suis stable émotionnellement? Est-ce que je sais précisément ce que je veux? Parce que parfois, il y a ça aussi. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai monté un produit, je suis au clair avec mon offre, mais moi, derrière, je ne sais pas ce que je veux. J'ai un super produit avec une super immersion, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire des immersions? Ça ne nourrit pas le besoin, les valeurs. Alors. Ah ben non, c'est que ça ne nourrit pas le besoin et les valeurs. C'est qu'on est quelque part en décalage à vouloir proposer quelque chose qui n'est pas nous. Typique. On s'est enquiquiné jusqu'au mois de février à se dire « Ah tiens, on va proposer des immersions à 3 500, 5 000 euros. » Ni Michael, ni moi n'avions envie de faire une immersion à 6 000 euros. Pourtant, l'offre était claire. On savait exactement ce qu'on allait mettre dedans, on savait exactement qui était la cible, sauf que le prix ne nous plaisait pas. Ce qui fait que on a passé, je ne sais pas, ou bien 20 appels. Résultat des closings, 0. Et un jour, qui n'était pas fait comme un autre, il y a un client qui nous a expliqué son truc. Et à la fin, je lui dis ça, on fait pour 100 000. Et là, j'ai vu Michael qui se décomposait complet au bout du téléphone. Et le client qui nous dit
Ah, mais pour 2 coachs, c'est pas cher. Vous m'envoyez votre contrat? Bah ouais, parce que 100 000, c'était un chiffre qui nous motivait. Et finalement, on n'a pas parlé d'immersion, on n'a pas parlé de ci, on n'a pas parlé de ça. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que là, on savait ce qu'on voulait et que c'était tous les deux ce qu'on voulait. Donc souvent, même quand votre offre elle est claire, si ça passe pas, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec ce type de client? Je vais prendre mon mari qui contacte les IT administrateurs, les IT machin pas très haut placés, mais les IT pas managers et alors surtout pas les directeurs d'entreprise. Et quand tu lui parles et tu lui dis, qu'est-ce qui te botte? Non, mais c'est bien ça permettrait d'avoir du récurrent, de faire un machin comme ça. Oh, c'est la NDC. Attends, je reviens. Et là, t'as un gamin devant un sapin de Noël. La NBC, c'est la Mauritius Broadcasting. Donc, c'est la télé nationale mauricienne où Laurent fait l'archivage, le machin, le truc, le machin. Ah putain, une grosse boîte. Et là, c'est comme les gamins devant le sapin de Noël, ça saute partout. Hein, ça court d'un cadeau à l'autre, c'est tout content, c'est tout gai. Et là, tu lui dis, OK, pourquoi tu essaies de contacter des PME qui font 20 personnes et ça te fait chier et tu vois pas que la problématique, elle t'intéresse pas? Ouais, mais ça ferait du récurrent. Ah ouais, mais ton récurrent, tu peux pas l'avoir autrement. Ah mais si, parce que si je vends à la MBC, machin, une grosse il y a de la maintenance, il y a du ci, il y a du ça, il y a... D'accord? Et si t'en vends une, ça nous couvre combien de petits? Oh bah 5 ou 6. D'accord. Donc, tu fais le même chiffre en vendant une machine que si tu as 5 ou 6 clients. Ouais. Ah oui, puis alors là, je peux faire ça, on peut faire des extensions, on peut faire... Voilà. Donc, le petit client qui n'a pas de budget, où il va aller mettre son petit logiciel, ou son petit logiciel, il va faire ses petits backups, où il va encaisser son petit chèque de 700 € tous les ans, pour s'entendre dire pas le client, oh, ça marche vraiment bien, je suis content. Allez, une fois dans l'année, le client, il va appeler et dire, je crois que c'est arrêté, on fait quoi? Ah bah attendez, j'appuie sur le bouton. Et ben, ça le fait chier. Donc, il n'a pas envie. Et donc, comme il n'a pas envie, bah, ça ne se vend pas. Et pourtant, c'est pas cher, c'est génial, c'est tout, mais ça ne se vend pas parce qu'il n'a pas envie. Donc, demandez-vous, est-ce que ce que je vends, c'est vraiment ce que je veux vendre? Parce que si ce n'est pas ce que vous voulez, ça ne se vendra pas. Et puis après, la grosse question, de quoi j'ai peur pendant l'entretien? Qu'est-ce qui me renvoie en pleine face, cet entretien? Sur quoi il vient appuyer? Sur laquelle de mes peurs? Allez, la dernière question qui tue. Pourquoi le silence, ça me fait paniquer? Pourquoi quand le client il dit rien, je me sens obligée de dire un truc? Et bien là, c'est pire que tout. Parce qu'il vous met juste face à vous-même. Et là, vous êtes mal à l'aise pour le client parce que vous vous dites, oh là là, j'ai appuyé là où ça fait mal. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, le soir, je suis sûre qu'il va rentrer, il va aller voir sa femme, il va dire, tu sais quoi, j'ai une espèce de grosse salope qui a appuyé là où ça... Ah, elle a tourné, jusqu'à temps que je chiale. Puis du coup, ça fait quoi? Ben, ça vous confronte à ce qui vous fait mal. Je l'ai eu dans un appel, excuse-moi, le silence, il a duré 1 minute et je l'ai fait exprès, j'ai vraiment conscientisé le truc, je me suis dit, je parle pas. Pendant 1 minute et pour moi aussi c'était insupportable, mais oh là là, c'est hyper compliqué, quoi, franchement. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi c'était insupportable. Sur quoi c'est venu appuyer? Moi, je fais ma liste de courses en général quand il se taise. J'en ai rien à foutre qu'il se taise 5 minutes, 10 minutes. Ça m'indiffère, mais alors complètement. C'est le moment où je fais ma liste de courses. Où je fais un dessin. J'attends que ça se passe. Ça va finir par se passer, hein, à un moment donné. Vu les dessins, par moment, ça doit être long. Hein? Je dis, vu les dessins, par moment, ça doit être long. Hein. Apparemment, c'est long, ouais. Puis là, t'entends... Vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. Ça va? Oui, ça va. Tu viens de perdre 2 dents. Ou alors après, je me prends... oui, bah alors vous, je vous connais pas, vous me posez directement des questions. Ah. J'ai appuyé sur un truc qui fait mal, là. Mais rarement, Patricia, faut le dire quand même. Hein. Que j'appuie rarement sur un truc qui fait mal. Oui, Non, que tu as ce genre de remarques.
Ouais, enfin la dernière, je me Ouais, suis mais retenue, on était en visio, je me suis retenue de pas exploser de rire. bah, tu crois que c'est quoi, moi? Tu sais, je suis là en tant que, on va dire, entre guillemets, spectateur au départ quand tu. Ça me rappelle les jeux à la console, c'est les combos, quoi. Bam, 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 bam. Et franchement, Et toi, t'es la Donc force si, tranquille à côté. Hein. ouais, voilà, bah, Patricia me présente toujours comme ça, hein. Je suis C'est le le good bon guy flic. Et Patricia c'est la bad C'est ça. guy. Bon flic, mauvais flic, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que c'est j'allais dire. ça. Ouais, faut toujours un bon et faut toujours un gentil et un méchant. Voilà. Mais moi j'aime bien, c'est quand le gentil, très gentil, soudainement, j'ai. Mais niveau stratégie business, vous avez mis quoi en place? Parce que là, j'entends rien. Ah, mais j'apprends. Le mec, il vient de se faire décaper la tronche sur le côté émotionnel et on reprend une couche sur le côté business. Des fois, tu es encore un peu d'estime de toi. Allons décaper ce qui reste. Mais non, mais sérieusement, par contre, quand vous êtes mal à l'aise face à un silence, demandez-vous ce que ça vient toucher chez vous. C'est la meilleure clé que vous ayez pour enfin pouvoir être parfaitement au clair avec vos appels de vente. Parce que souvent, quand vous êtes mal à l'aise, c'est que vous êtes allé toucher sur quelque chose. En général, nos clients nous ressemblent. Et donc, quand vous allez appuyer sur un truc, vous appuyez chez lui, vous appuyez chez vous. Et si ça vous met mal à l'aise, c'est que le truc, il n'est pas réglé chez vous. Et ce silence, pour le client, il est crucial parce que c'est le moment où il va prendre conscience. Il va prendre conscience de tous les mensonges qui se racontent. Il va prendre conscience de tout le merdier dans lequel il est s'il ne trouve pas vite une solution à ça. Il va prendre conscience des conséquences à court terme et à moyen terme. Donc, laissez-lui ce moment de prise de conscience sans venir à interrompre. Laissez-lui s'auto-sorturer tout seul, en s'auto-maîtrisant tout seul et en s'auto-flagellant tout seul. Parce que là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Alors, essayez de ne pas faire la même chose en face. Demandez-vous pourquoi le silence, il vous met mal à l'aise. Bonjour Patricia, bonjour Michael. Voilà, j'ai même pas fini votre atelier. Je viens d'avoir un appel ce matin, un closing, un appel de closing. C'est le premier que j'ai eu depuis l'atelier. Et putain, je l'ai closé quoi. Non mais, non mais, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Je sais pas comment vous remercier. Incroyable. Je me suis fait coacher par Dan Locke. J'arrivais pas à closer. Et avec votre atelier de 2 heures que j'ai même pas encore fini, j'ai closé une personne pour une offre, je vous expliquerai, à 2000 euros. C'est une formation à 2000 euros. Oh là 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 là.